Il y a 80 ans, le 25 août 1944, le Thor était libéré. 80 ans, cela nous paraît loin, et pourtant, des Thorois témoignent se souvenir parfaitement de ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Alors, fidèle à notre philosophie de toujours rappeler le devoir de mémoire qui s'impose à nous, en ce 80e anniversaire, nous avons voulu retracer dans un court-métrage réalisé par la commune, ce que nos ancêtres ont vécu. Ils nous ont raconté un bout de leur histoire. Et c'est avec beaucoup d'émotion et de respect que nous apportons leur propre histoire à celle de la commune du Thor. C'est ainsi que d'année en année, de commémoration en commémoration, se transmet aux générations suivantes la responsabilité de porter et de faire passer le flambeau de la mémoire. Au Thor, comme ailleurs, en ce mois d'août 1944, le poids de la guerre, initiée en 1939, se faisait durement ressentir. Occupée par les Allemands, la ville du Thor tentait de survivre. Le rationnement alimentaire était en vigueur. L'inquiétude du lendemain pesait sur tous les esprits, et même si les échos du débarquement en Normandie donnaient de l'espoir à chacun, les craintes de lourdes représailles étaient présentes. Chacun essayait de se protéger. Des Avignonnais venaient au Thor pour s'éloigner des bombardements. Les Thorois partaient vivre en campagne de crainte de voir exploser le pont de Douzamont. La crainte était quotidienne, jour et nuit. Et puis, le 25 août, mais laissons les Thorois qui ont vécu ces heures de libération nous raconter, car c'est leur histoire qui nous le dévoile simplement. J'ai entendu par une personne que les Américains sont arrivés et stationnent autour de la mairie. Il y avait tout le Thor sur la route. Il est arrivé une Jeep, un char. Elle me dit, mais on est libérés, ils arrivent. Et c'est là que j'ai vu donc les jeeps et les chars d'assaut avec les Amerlots. On nous a dit, ils arrivent. Non, on était heureux, bien sûr. Alors tout le monde était dehors. Bon, ils se sont arrêtés. Les gens les embrassaient, évidemment. Il y avait des chars, il y avait des jeeps, il y avait des camions avec des soldats qui distribuaient des cadeaux. On a demandé du chewing-gum, et ils distribuaient du chewing-gum, du chocolat. Ils se retrouvaient, les gens s'embrassaient. Il y avait une joie, c'était indescriptible. Il y avait une balle, et je me souviens qu'on courait sur la place, et que sur l'estrade, il y avait un tourne-disque. Oui, j'ai dansé le rock avec un Américain. Que joie, danse, fête et amusement. Et pourtant, quelques années avant, souvenons-nous. Septembre 1939. L'Allemagne nazie déclenche la Seconde Guerre mondiale en envahissant la partie occidentale de la Pologne. La France, dirigée alors par Albert Lebrun, président de la Troisième République, choisit la stratégie défensive. Pendant des mois, rien ne se passe. C'est la drôle de guerre. Une bonne partie des soldats mobilisés attendent le long de la ligne Maginot, ligne de fortification construite par la France, notamment le long des frontières avec l'Allemagne. Plus au sud, en Provence, le Vaucluse dispose alors de ressources naturelles très importantes et très bien exploitées, notamment grâce à l'agriculture,
qui avec l'industrie et le tourisme représente une des principales richesses économiques du département. Au Thor, qui compte alors moins de 3000 habitants, la ville se développe, notamment grâce à la culture du chasselas, le raisin de table de renommée mondiale, mais aussi celle du psyllium, des céréales ou d'autres cultures maraîchères. La ville qui baigne dans la Sorgue tire aussi profit de cette rivière bénéfique pour faire fonctionner ses moulins et développer son industrie. Le 10 mai 1940, l'armée allemande envahit les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Une dizaine de divisions blindées traversent le massif des Ardennes, jugé impénétrable par l'armée française. Les forces ennemies avancent rapidement et le nord du pays est vite envahi. Le maréchal Pétain, nouveau chef du gouvernement, appelle les Français à cesser le combat. Le 22 juin 1940, il signe l'armistice. La France est désormais coupée en deux par la ligne de démarcation. Au nord, la zone occupée par les Allemands, qui couvre un peu plus de la moitié du territoire, et au sud, la zone libre, celle du régime de Vichy, familièrement appelée zone nono, pour non occupée. Tous ne partagent pas les idées du maréchal Pétain. Et c'est le cas du général de Gaulle, réfugié à Londres, qui refuse la défaite. Le 18 juin, lors de son célèbre appel à la BBC, il exhorte les Français à résister. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. De juin à septembre 1940, avec l'Exode, ce sont plus de 5000 personnes en provenance de la zone occupée qui arrivent en gare d'Avignon, pour être réparties ensuite dans les communes environnantes vauclusiennes ou dans les départements limitrophes. Cette arrivée massive de nouveaux arrivants est supportée sans trop de difficultés. Même au Thor, la guerre n'a pas encore trop impacté les possibilités de ravitaillement. Comme partout en France, au Thor, la gestion des municipalités de la zone non occupée est confiée à des délégations spéciales ou de nouveaux conseils locaux, choisis directement par décret préfectoral. Au dernier jour de février 1942, les troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation. Au Thor, dans un premier temps, ce sont les troupes italiennes qui sont chargées d'occuper le village. Elles s'installent à l'hôtel du Chasselas et au château Courtais, en haut duquel des mitrailleuses DCA sont installées. Ces Italiens, arrivés à bord d'une cinquantaine de gros camions, étaient facilement identifiables grâce à leurs chapeaux verts à plumes. On comptera jusqu'à 200 soldats italiens dans le village. C'était l'armée italienne, le chapeau avec des plumes. Avec eux, c'était bon enfant. Ils étaient campés surtout dans le chemin d'Aki. Il y en avait beaucoup là. Ils se promenaient, ils parlaient, bon, enfin, nous les Italiens, c'est pas qu'on comprend l'italien. Le provençal, le patois, on arrivait, ils discutaient. Parce qu'avant les Allemands, il y a eu les Italiens, avec le chapeau et la plume. C'est pas compliqué. Et j'avais même un soldat italien on était devenus amis avec moi. J'étais tout petit et on était devenus collègues. Puis, ce sera au tour des troupes allemandes d'arriver au Thor. Gaston Manuel, ancien maire du Thor, se souvient. Je me souviens de ce 11 novembre 1942. C'était la foire de Cavaillon. Elle est toujours à la même date. Nous devions aller, mon père et moi, à la foire. Lorsque nous sommes arrivés sur la grande route au carrefour des Glaces, route de Lille à Cavaillon, les convois allemands nous doublaient à très vive allure, motos, camions, blindés, bondés de soldats. Nous avons pris peur et arrivés à la route des Vinières, nous avons bifurqué à droite pour rentrer chez nous. Notre foire était terminée. Avec l'arrivée des soldats allemands, l'occupation se fait un peu plus pesante. Les Allemands, mais là ça plus était pareil. Alors eux, ils avaient réquisitionné des maisons.
D'accord. Ils étaient par exemple à la maison de Paillé, au Oui, Tivoli. Aussi chez Fortuné sur la route de Cavaillon, le château. Et ceux qui étaient à la cure, c'était des pères de famille, ils étaient comme vous et moi. Par contre, ceux qui étaient au chasse-là étaient méchants. On ne pouvait pas s'approcher du chasse-là. Il y avait de petites sorgues, mais on ne pouvait pas y aller. À une certaine heure, la rue était barrée. Il était au chasse-là, il y avait toutes les maisons qui pouvaient sonner, il le prenait, il y habitait quoi. Ah, ça a été plus difficile. Alors là, c'était... Moi, quand... donc, pas dans l'occupation, on les entendait venir de loin, là, quand ils allaient au stade. Et ils marchaient au pas, ils allaient au stade. Ils occupaient le bas du chasse-là, côté cuisine, ils étaient là en bas, D'accord. Et souvent, nous, on allait les voir, on allait s'amuser, quand on pouvait s'échapper, enfin que nos parents, quand même, ils ne plaisaient pas trop. Hein. Mais ils étaient gentils, là. Bon, je me rappelle qu'on leur demandait du pain, broute. Ils vous en donnaient, ouais. La commandanture s'installe à la gare du Maroc, ancienne gare de marchandises construite dans les années 20, où un dépôt régional d'essence est implanté. Un train long de plus de 20 wagons d'essence était stocké sur la voie le long du chemin de Thalès. Marcel Sabaton, expéditeur au Thor et dont le père était employé à la gare, se souvient. Le choix fait par les Allemands pour implanter ici le dépôt d'essence était motivé par le fait qu'il y avait beaucoup de voies de garage pour les trains et aussi la proximité d'un tunnel, celui de Jonquerette, qui, en cas d'attaque des Alliés, leur aurait permis un camouflage rapide. Les Allemands aussi avaient fait creuser des tranchées à la gare du Maroc pour se mettre à l'abri en cas de mitraillage des Anglo-Américains. Les Allemands avaient aussi construit une piste d'atterrissage pour leurs avions, au nord du village, entre la route de Saint-Saturnin et le chemin de la Galifette. Un aménagement que les anciens évoquent encore sous le nom, la piste. Pour cela, ils réquisitionnèrent des habitants du Thor, agriculteurs, retraités, jeunes, chevaux, charrettes, pelles et pioches, tout ce qui pouvait être mis à profit. Cette piste ne sera pourtant que très peu utilisée. Au château Courtais, où sont installées les forces ennemies, la cohabitation avec ses locataires un peu particuliers perturbe quelque peu la vie thoroise. Louis Serre en témoigne. Je vivais là avec ma famille et la cohabitation avec les Allemands n'était pas trop mauvaise. Ils avaient installé des mitrailleuses DCA partout. Sur le toit du château, où ils avaient aménagé une plateforme, il y en avait 2. Dans la tour, une autre. Dans le champ à côté, 2 autres. Et dans la grande allée, encore 2 autres. Ils avaient creusé dans la grande allée une tranchée pour se mettre à l'abri des mitrailleuses de nos alliés. En effet, les responsables taurois avaient décidé de faire ouvrir 2 tranchées pour permettre aux habitants et aux enfants des écoles de pouvoir s'y réfugier à chaque fois qu'une alerte aérienne était signalée et qu'un mitraillage était imminent. L'une de ces tranchées était creusée derrière la mairie, à l'emplacement de notre salle du conseil municipal. La deuxième se trouvait à proximité de l'ancienne école des garçons, vers l'actuelle salle des fêtes. Il y avait des tranchées qui s'étaient creusées un peu de partout. Il y en a une aux écoles, où il y a les... à côté de la salle des fêtes, là. Il y en avait une là de tranchée. Avant qu'on fasse la maison, c'était des vignes ici. Oui. Et ton père, il avait creusé un grand trou là, au bord du Mourgon. La vie continuait, avec de nouvelles contraintes pour la jeunesse. Ceux qui voulaient se rencontrer devaient désormais le faire dans la clandestinité. Ces bals clandestins se tenaient à tour de rôle dans les fermes un peu isolées. Pour les invitations, le bouche à oreille remplaçait parfaitement le portable. Je ne sais pourquoi j'allais. Malgré les risques, ces bals connaissaient un grand succès, réunissant parfois plus d'une centaine de jeunes. Des moments de partage cachés pour tenter d'oublier la rudesse du quotidien. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Car pour tous, comme dans tout le pays, c'est la faim qui demeure l'une des principales préoccupations. Toutes les denrées alimentaires sont rationnées. Les habitants, dont beaucoup sont agriculteurs, s'adaptent aux nouvelles conditions. Certaines vignes sont arrachées pour planter des pommes de terre ou des pois chiches.
culture destinée non plus à la vente, mais à la consommation directe. Poulaillers et cochons font leur apparition de partout. C'est le règne du système D et des tickets de rationnement. Grâce à cela, la faim semble moindre que dans des villes. Mais pour autant, les produits manufacturés se font rarissimes. Un taurois, M. Chiron, se souvient encore de ses chaussures fabriquées en peau de lapin. Première année, ça a été terrible. Là, on mangeait vraiment mal. Après, ben, ils ont fait comme tous, un a acheté une vache, l'autre deux chèvres, l'autre... Il y avait un peu de lait, puis alors ils ont prévu, ils ont fait des haricots, on avait des haricots secs, on avait des pommes de terre, on s'est débrouillé. On mangeait presque tous les jours pareil. À midi, on faisait ma belle, elle mettait sa marmite, elle faisait bouillir les pommes de terre avec les carottes, on mangeait les légumes à midi, le soir on passait le reste. On était paysans, il faut dire que nous n'avons pas trop souffert. Mon père savait beaucoup s'occuper de la terre, il nous a fait pousser des lentilles, des pois chiches, on avait des pommes de terre, des fruits. Il y avait des Marseillaises qui descendaient avec le matin à 8 h avec des marchandises qu'ils avaient. On changeait contre des poulets, contre des lapins. Les cartes d'alimentation, je prenais la mairie. Il y avait un peuple comme ça, tout le monde y était là. Quand on a dit qu'il fallait avoir les cartes, tout le monde a été à la mairie. Paye, un peu de viande, la viande. Vous-même, le pain, il était bien. Nous, on allait chez la Croix, la femme adorable. Elle nous donne toujours un peu plus. C'est ça le pain. Oui. Ça manquait le pain. Vous savez, un petit morceau. Nous, on était des mangeurs de pain. Et bien, on a eu du pain au maïs, mais immangeable. À l'époque, on mangeait du pain de maïs. Et alors attention, il était dur le type. Hein. Le service du travail obligatoire, STO, mis en place rapidement, placera les jeunes devant une alternative, obéir et partir en Allemagne, ou entrer dans la clandestinité. Dès juin 1940, à l'appel du général de Gaulle, la plupart de ces réfractaires rejoignent alors le maquis et la résistance. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Le Thor comptera ainsi plusieurs résistants célèbres, dont M. Jean Garcin, alias Colonel Bayard, chef régional des groupes francs, et Fofon Bégou, dit le capitaine Balkan, qui sera lui à la tête du groupe vauclusien. Ce dernier reçoit la mission en décembre 1941 de protéger l'atterrissage de Jean Moulin dans les Alpilles, missionné par le général de Gaulle pour fédérer les différents réseaux de résistance. Au Thor, pour ne pas oublier, une stèle hommage à la résistance a été édifiée devant le collège du Pays des Sorgues. Le nom d'Alphonse Bégou, lui, figure en bonne place en mairie, sur la plaque honorifique des maires successifs. Quant à Jean Garcin, son nom a été donné au complexe sportif de la commune, tandis que celui de Jean Moulin s'affiche en façade de l'auditorium de Vaucluse, chemin des Estourans. La haine à nos tous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Les résistants vont jouer un grand rôle dans la libération du territoire. Regroupés au sein des FFI, Forces françaises de l'intérieur, ils vont désorganiser l'ennemi en le harcelant. Dès le début des années 1944, des opérations de parachutage suivies d'actes de sabotage commencent sur le département. Aussitôt suivies de féroces répressions avec arrestations et même des exécutions commises par l'occupant allemand. La guerre continue et les Alliés approchent. Les raids aériens se font plus présents. Entre-temps, grâce à Radio Londres, écoutée avec beaucoup de difficultés, on sent que la situation se dégrade pour l'occupant. Arrivent ensuite les bombardements de la ville d'Avignon, visant des points stratégiques, mais qui atteignent aussi malheureusement la population civile. On déplorera de nombreux morts. Dès que la sirène sonnait, elle disait aïe aïe aïe. On a entendu les bombardiers qui passaient là, haut dans le ciel, et ça ronronnait, tout ça. Alors bon, on ne savait pas où ça allait tomber. Au moment où on a eu peur, c'est la seule fois où, quand il y a eu le bombardement d'Avignon, on entendait le bombardement comme si on y était. Ici, il avait un poste radio qui marche pas trop mal.
Et sinon, dans le français, par Jupiter une fois, Jupiter 2 fois, Jupiter 3 fois, Jupiter 4 fois. Oh putain, demain on y va. C'était Jupiter, c'était Avignon. Alors, cette sirène sonnait, c'était le début de l'alerte. Si la sirène sonnait, ça s'arrêtait, c'était fini. Avant les bombardements, pendant un mois, toutes les nuits ou dans la journée, il y avait la sirène, l'alarme. Ouais. Donc au début, on avait dans les abris, mais quelques jours, puis après on n'y a plus été. Jusqu'au jour, le fameux 27 mai, oui, où il y a eu la sirène, les gens étaient dans les rues qui regardaient passer les avions, et d'un coup, patatac, il y a eu quand même 600 morts le 27 mai. Alors ils bombardaient le viaduc entre le Vaucluse et le Gard. Et le viaduc était toujours en place, puisque il était en ferraille, les bombes passaient à travers, et voilà. Et tous les jours, ils venaient, parce que les bombardements ont duré pratiquement un mois. Au Thor, le dépôt d'essence situé à la gare du Maroc, étroitement surveillé par un contingent de soldats allemands, fait lui aussi l'objet d'une attaque des forces alliées en 1944. Attaque racontée par Gaston Manuel. C'était en ce jour de mai ou juin 1944, je ne me souviens plus de la date exacte, que ces wagons furent soumis au mitraillage des avions alliés. Ce jour-là, après que la sirène eut donné l'alerte, apparurent dans le ciel des avions. C'étaient les avions anglais à double fuselage, des Mosquitos. Ils descendaient très bas, et le mitraillage commença. Les douilles tombaient dans la cour de la ferme, et le bruit des mitrailleuses était assourdissant. Ils nous paralysaient de peur pour rejoindre l'abri que nous avions creusé avec nos voisins. Cela dura plusieurs minutes, qui nous parurent des heures. Il faut se rappeler l'habileté des pilotes qui descendaient en piquant du nez et mitraillant, pour reprendre de l'altitude et recommencer ceci à plusieurs reprises. Je crois savoir que les citernes furent touchées, mais fort heureusement, elles étaient vides. Le quartier était moins habité qu'actuellement, mais si les citernes avaient été pleines, cela aurait eu des conséquences désastreuses. Non, mais je me souviens, on les voyait bien. Mais quand il lâchait les ennemis, il lâchait des bombes, sur ces citernes. Il est arrivé 3 ou 4 avions, là. Et bon, moi, j'étais dans la petite rue des Buées, et tout d'un coup, j'entends des avions qui pilonnaient, et en direction du Chasselas. C'était des Anglais ou je sais pas. Je me rappelle que les douilles et les crochets de douilles me tombaient à côté. J'ai eu une peur, je criais ma maman, et ça faisait du bruit. Et pendant au moins demi-heure, là, et toutes les fois, et ils ont pilonné aussi la gare du Maroc. Il y avait une citerne pleine d'essence. J'avais vraiment eu peur, là. Tout le monde, on était parti en courant après. On s'était abrité pour comme le voisin, il avait fait une tranchée avec un abri. Quoi. Ah oui, il nous avait dit, s'il y a en cas de quelque chose, ou quand la sirène sonne, venez vous abriter là-bas. Parce qu'il y avait des mitraillages, il y avait des éclats de balles quand même. Il y avait des éclats de balles contre la ferme. Les Allemands avaient, à la gare du Maroc, en stationnement des citernes d'essence. Je crois que c'était les Anglais qui mitraillaient, ils passaient sur la maison, et ils mitraillaient Alors ma mère, on était ensemble dans la cuisine, et évidemment, le bruit que ça faisait, entre le bruit des avions et entre le bruit de la mitrailleuse, elle s'est foutue sous la table, et mon grand-père lui dit, mais n'aie pas peur, en provençal, n'agace pas peur. Je me souviens qu'un jour, au printemps 1944, j'étais tout jeune lorsqu'une mitrailleuse a tiré sur un avion. Malheureusement pour eux, c'était un des leurs. Ils venaient de le descendre, au Bourdis, faisant un cratère dans la vigne, dans la cour de la caserne actuelle des sapeurs-pompiers. Je me trouvais dans la cour du château quand les Allemands en voiture m'ont demandé de les conduire sur les lieux du crash. J'avais peur, mais ils m'ont dit de monter. J'y suis allé. Ils croyaient avoir descendu un avion ennemi. C'était un avion allemand, un Messerschmitt. Quelques jours avant la libération, l'écho se répand en une nuit parmi les taurois. Le pont de Douzamont va sauter. Et avec cette nouvelle, l'inquiétude et la peur se manifestent auprès des habitants. C'est ainsi que beaucoup de familles habitant le Thor décident de s'éloigner du centre-ville et de partir dormir à la campagne.
Il y avait M. Jacob qui habitait juste à côté du pont du Douzamont. Et un soir, il est arrivé, il nous a dit « Partez vite, partez vite ». Ils ont miné le pont du Douzamont et ils vont le faire sauter. Il faut partir. Alors bon, c'était le soir, tombé dans la nuit, hein, et mes parents, hop, découverture, et on part dans les moulins. On a passé la nuit dans les moulins. On a passé la nuit là-bas dans le quartier, et on était parti dans les moulins. Ouais. En réalité, le pont n'a pas sauté. Et il est toujours là. Il a toutefois abrité sous son arche un dépôt d'armes dans une cachette, que seuls quelques résistants connaissaient. À la mi-juillet 2022, un pêcheur de la Sorgue avertit les autorités qu'il a découvert un obus de 750 grammes datant de la Seconde Guerre mondiale au pied du pont de Douzamont. Par précaution, une zone de protection est délimitée et le pont interdit provisoirement à toute circulation. Une équipe spécialisée de démineurs venus de Marseille et mandatée directement par le ministère de l'Intérieur intervient. L'engin, délicatement sorti de l'eau, sera transporté dans un endroit isolé pour y être détruit. Après le débarquement de Normandie du 6 juin 1944, un second front est ouvert en Provence grâce au débarquement le 15 août 1944. Ce moment reste pour de nombreux Taurois un souvenir exaltant. Dans la nuit, des vagues d'avions alliés déversent des quantités de tracts pour annoncer l'arrivée de l'opération Dragoon. Je me souviens comme si c'était hier. Le débarquement fut précédé, dans la nuit du 15 août 1944, d'un lâcher de tracts. Les avions larguèrent ceux-ci par milliers. Le général Sir Henry Maitland Wilson l'annonçait à la population. Dans la nuit du 14 au 15 août, la 7e armée américaine du général Patch, qui comprend les forces françaises de l'armée, commandée par le général Delattre de Tassigny, arrive en vue des côtes françaises. Ce même soir, les forces françaises de l'intérieur reçoivent de Londres 3 messages, dont le dernier. Le chef est affamé. Signifie le lancement des opérations. Peu après minuit, tandis que les Rangers américains prennent pied dans les îles du Levant, les premiers commandos français s'emparent du Cap Nègre et vont conquérir une tête de pont vitale autour du Lavandou. Dans la nuit, plus de 5000 parachutistes alliés sont largués au-dessus de la vallée de l'Argence pour verrouiller les voies d'accès aux zones de débarquement. Ils vont y trouver l'appui des FFI. À l'aube, un bombardement aérien et naval écrase les batteries allemandes. Les divisions d'infanterie américaines se lancent alors sur les plages entre Caravalaire et Saint-Raphaël. Le 20 août, l'encerclement de Toulon commence. Parallèlement, Delattre a lancé ses troupes vers Marseille. Le 23 août, tirailleurs et cuirassiers rejoignent les résistants. 5 jours de combats violents seront nécessaires pour réduire les défenses allemandes. Les 2 ports ont été conquis, les armées françaises vont désormais remonter la vallée du Rhône pour repousser l'ennemi et libérer le territoire national. Dans la nuit du 24 au 25 août, Avignon et ses alentours sont réveillés en sursaut par une forte déflagration. Les Allemands ont fait sauter leur principal dépôt de munitions situé à Entraigues. Ayant reçu l'ordre de se retirer vers le nord, prenant soin au passage de pratiquer la politique de la terre brûlée. L'espoir renaît de voir rapidement arriver les troupes alliées, débarquées 10 jours plus tôt sur les plages varoises. Pour les Taurois, monte une immense espérance de liberté, malgré tout tempérée par les exactions des Allemands qui fuient en retraite et qui n'hésitent pas à voler des vélos ou des chevaux pour s'échapper au plus vite vers le nord du département. Peut-être 8 jours avant la libération, dans le rempart de la poste à la Sorgue, il s'était rempli de vélos les uns à côté des autres. Il devait y en avoir des milliers. C'était les Allemands qui les mettaient là, qui les avaient ramassés. Mais il y avait de tout. Il y avait des vélos d'enfants, il y avait des vélos de femmes, d'hommes, des vieux, il y avait des vélos, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et on nous a dit, vous savez, les Allemands, ils vont partir, ils ramassent tous les chevaux, les vélos, les voitures. Oh, on avait un plein magasin de vélos, on avait au moins 20 vélos dans le magasin. On a tout monté dans les chambres. On avait tout caché. Il restait un vieux vélo, ils nous l'ont pris. Ils n'ont pas dû aller bien loin, c'était un vieux vélo. Et puis on avait une voiture, à l'époque on avait une Mona 4, les Renault. Mais comme on ne pouvait pas rouler, mon père avait enlevé les roues
Il avait dû les mettre dans la voiture et il avait mis sur cale la voiture. Oui. Et puis on avait un vieux sommier, un vieux matelas qu'on ne savait pas comment faire. Alors il avait mis sur la voiture et puis il avait mis une vieille toile de matelas dessus. Alors quand ils sont venus, les Allemands, ils ont regardé cette voiture. Elle est haute, elle est haute. Ça doit être un vieux taco. Ils n'ont pas relevé la bâche. Ils n'ont pas relevé. Ça doit être un vieux taco. On n'ira pas loin avec ça. On comprenait qu'ils disaient on n'ira pas loin avec ça. Et on a sauvé notre voiture comme ça. On les a vus partir et puis attention, ils demandaient qu'à partir et à prendre des bicyclettes ou des chevaux. Et on les voyait passer au tort. Je ne me rappelle pas qui c'est qui m'avait amené là. De loin, on les regardait passer là. Et ça défilait. Hein. Je me rappelle que j'avais vu un qui avait un cheval avec une sulfateuse sur roue. Et c'était une jument et elle avait le poulain. Alors j'ai vu ce poulain, alors je crois que c'était mon oncle, j'ai dit regarde le poulain, on ne peut pas l'attraper. Il m'a dit non, surtout ne le touche pas. Alors il partait avec ce qu'il pouvait, bicyclette, sulfateuse, il y avait des charrettes, c'était vraiment la débâcle. Hein. Il y a deux Allemands qui cherchaient les vélos et les choses, hein, et on avait un chien, il s'appelait Touki. Oui. Il était venu mordre ses godasses, il avait sorti le pétard. Il avait sorti là. L'officier, et tout, planqué, dans les banderoles là. À la Coupière, à côté de Berniery, là. Oh, il y avait des camions, il y avait des. Enfin, ils partaient, les Allemands s'en allaient. Le vendredi 25 août 1944, la chaleur est intense. Lorsque les premiers tanks américains tant attendus arrivent au Thor, où les Fifi viennent de reprendre la mairie. C'est de l'allégresse, la joie qui éclate, bonheur, pleurs et larmes se lisent tour à tour sur les visages de la foule. Gaston Manuel se souvient. Lorsque la ville du Thor fut libérée le 25 août 1944, les premiers chars américains furent accueillis avec l'enthousiasme qui n'avait d'égal que l'euphorie de la libération. La foule était massée sur la route d'Avignon, au beau milieu, et lorsque les premiers chars arrivèrent en début d'après-midi, à la hauteur de la caisse d'épargne actuelle, face au café Pommel, ils ne purent plus avancer. Même un taurois, M. Faro, s'était couché sur la chaussée. Il voulait leur offrir le champagne. Mais les militaires descendus des chars voulaient de l'eau fraîche car il faisait très, très chaud. Formé par Rosette Allemand qui arrivait de la route d'Avignon en vélo et qui m'a vu à la fenêtre, qui me criait fort Jeannette, Jeannette. Elle me dit mais on est libérés, ils arrivent. Et derrière elle, il y a eu deux voitures FFI, traction avant. Quand on nous a dit ils arrivent, on était heureux bien sûr, tout le monde était dehors. Dans le quartier, on a entendu par une personne que les Américains sont arrivés et stationnent autour de la mairie. Avec mes collègues, on a foncé là-bas. Il est arrivé une Jeep, un char. J'étais rue de la République et j'ai vu passer le premier. C'était une automitrailleuse, un char, je me souviens plus, mais il y avait la tête d'un noir qui sortait d'un Américain. Et on voit comment c'était maintenant. Une grande partie du temps était là, on était libre. On sort sur route, il y avait tout le Thor sur la route. Et les gens s'embrassaient comme des coucous. Mais nous, on était tellement surpris qu'on était presque paralysés, on n'osait pas bouger. Et puis ça s'est quand même un peu su sûrement en campagne. Et les gens sont arrivés petit à petit. Je suis allé dans le Thor avec Madame Ortuno qui était notre voisine. Et c'est là que j'ai vu donc les jeeps et les chars d'assaut avec les Amerlots. Tout d'un coup ils sont arrivés, ils se sont arrêtés. Les gens les embrassaient évidemment. Il y avait des chars, il y avait des jeeps, il y avait des camions avec des soldats qui distribuaient des cadeaux. En arrivant à la passerelle, on a enjambé la passerelle, et puis quand on est arrivé au bout de la passerelle, à droite, là, 3 ou 4 militaires qui allaient demander du chewing-gum, et du chewing-gum et du chocolat aussi. Mais il y en a un qui nous a fait signe de venir, il s'est approché, et là, il a ouvert une espèce de tonneau, là, un tonneau. Il a ouvert et il a dit, allez,
Et c'était du Saint-Ger, du cornier de bœuf. Et on a dit goûter, manger. Alors nous, en pleine main, on ne mangeait pas ce qu'on voulait de ce temps-là. Attention qu'on s'est bien régalé. Hein. Et tout le monde est arrivé, le monde, c'était noir de monde, comme au 15 août. Ils se retrouvaient, les gens s'embrassaient, les gens étaient contents. Et donc toute la population était dans le tort. C'était la fête. Et quand dans l'après-midi, là, je ne sais pas, vers 2h30, 3h peut-être, il est arrivé des jeunes qui sont rentrés à l'église, qui ont monté à l'horloge, qui ont mis le drapeau et qui ont fait sonner toute l'après-midi. Les uns après, et parce qu'ils tiraient la corde. On est monté là-haut, ils sonnaient, il y avait la sirène à fond, il y avait l'ancienne et la nouvelle, il y avait les sirènes. Et quand je suis arrivé en haut, il y avait deux costauds qui... Parce qu'il faut le faire à la main, ça y allait. Hein. Et pour les aider, il y en a qui ont monté du vin. Il y avait une joie, c'était indescriptible. Il y avait une balle, et je me souviens que sur l'estrade, il y avait un tourne-disque. C'était une fête, j'ai jamais vu une fête. Les gens, on dansait dans la route, sur la route, c'était merveilleux. Oui, j'ai dansé le rock avec un Américain. Cette libération, c'est souvent inoubliable. Nous aurions pu continuer le film durant des heures encore, tant les anecdotes racontées par les taurois sont nombreuses. Alors, en concluant ce film, qu'il nous soit permis d'adresser un immense et très chaleureux merci à tous ceux qui, témoins de cette époque, ont accepté de nous transmettre un petit bout de leur histoire qui contribue ainsi à forger l'histoire de la commune. Cette histoire doit rester présente dans le cœur et la mémoire des taurois. Nous la ferons vivre au travers de réalisations concrètes et elle doit nous animer dans nos projets de demain. Que le Thor continue d'imprimer une empreinte d'humanisme, car c'est aussi à vous, nos anciens, que nous le devons.